Bienvenue à la prochaine session de podcast. J'ai ici Étienne, mon invité. Salut Étienne, comment ça va? Salut Phil, très content d'être ici. Ouais, moi aussi. C'est-tu ta première expérience podcast? Écoute, podcast, oui. Télévision, tout ça, j'en ai fait. Radio, mais podcast, c'est une première. T'as fait de la télévision un peu dans le passé, c'est ça? Oui, c'est ça. Que ce soit des nouvelles, par exemple, des entrevues nouvelles, même en direct, que j'ai déjà eu à l'époque. Sinon, le dernier épisode que j'ai fait, c'était un épisode des Dragons, où j'étais dragon invité, en fait. OK. Puis ça, Dragon invité, c'est-tu une émission ou t'en as fait un peu? En fait, c'est ça, ce qui... J'avais pas l'intérêt ou le temps pour faire une saison complète. Et puis, par contre, l'expérience m'intéresse. Puis, j'ai décidé d'aller faire un épisode pour le fun. Il y a quelques saisons, il y avait un dragon invité à chaque semaine différent. Là. C'est quand même une belle expérience. OK, wow. Par contre, c'est pas exactement ce qui c'est. Exactement, mon parcours n'est pas exactement le même parce que ça s'adresse plutôt à des gens qui ont des produits ou des services qui vendent à monsieur et madame tout le monde. Alors que moi, par le passé, mon expérience, c'était plus de vendre à des entreprises. OK. Mais ça, on va revenir sur ton parcours. Ça, c'est parce que là, on a commencé directement avec les dragons. Ouais. Attends, mais on va revenir un peu en arrière. Ouais. C'est qui Étienne, dans le fond? C'est quoi qui a fait en sorte que tu es rendu l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Écoute, là, en ce moment, j'ai eu des périodes d'entrepreneuriat un peu plus fortes qu'en ce moment. En ce moment, je suis plus en train de gérer des trucs, là, mais en fait, moi, à la base, déjà, j'étais ingénieur de formation. OK. Pas parce que ça me tentait. Ça a donné que je me suis retrouvé là-dedans. J'avais pas le choix de faire des études de ce niveau-là parce que mes parents m'auraient tué. Ça fait que j'ai fait au moins un diplôme, tu sais. Et j'étais chanceux rapidement. Ma première job en informatique, je suis rentré dans une entreprise qui démarrait, qui avait 7 employés. Puis très rapidement, j'ai pris un rôle de gestion. Puis j'embauchais des gens, puis je formais des gens. Puis en 3-4 ans, je me suis retrouvé dans une équipe de 100-125 personnes qui travaillaient pour moi. À peu près en 4 ans. Et l'entreprise, elle a explosé. Puis moi, je m'occupais surtout de l'interne de l'entreprise. Mon patron, à l'époque, il était un excellent vendeur, mais il était incapable de gérer en interne. Puis moi, ma force, c'était justement de gérer, embaucher des gens, les motiver, créer une entreprise, si tu veux, et puis faire en sorte que les gens s'attachent, s'identifient, puis embarquent là-dedans. Et ça avait marché assez fort, jusqu'à un point où il y a des mauvaises ententes, là, en tout cas, avec des clients, avec le patron, puis on est parti. Puis en 2000, donc j'ai lancé mon entreprise en consultation. On était un associé et moi, puis on a lancé notre entreprise principale en consultation qu'on a eue pendant 15 ans, qui était un gros succès, cette entreprise de consultation informatique dans les domaines autour de l'ingénierie. Nos clients, c'est des entreprises qui fabriquent des avions, des autos, des montres, tous des produits un peu complexes qui nécessitent que plusieurs personnes travaillent ensemble dans la conception et dans la fabrication d'un produit. OK. Donc, ça peut être, Puis ça, justement, ça s'appelait PCO Innovation. PCO, ça a changé de nom dans le temps, là, mais quand on l'a vendu, ça s'appelait PCO. Ça a changé de nom pour quel nom? Au départ, ça s'appelait IDCAD. CAD, c'était conception système par ordinateur, le CAD. Okay. Et puis après ça, on a racheté un concurrent qui avait une meilleure reconnaissance du marché que nous. Puis on a pris le nom de la compagnie qu'on a racheté, c'est quand même drôle. Là. Et puis on a changé un peu le nom. On s'est appelé PCO Innovation parce qu'on travaillait au niveau des processus d'innovation. Donc on aidait les entreprises à mettre en place tout le fonctionnement, les ordinateurs, les systèmes informatiques, les équipes, les méthodes de travail pour les aider dans leur processus d'innovation. Donc, tu veux faire un nouvel avion, une nouvelle auto, une nouvelle montre, une nouvelle laveuse sécheuse, n'importe quoi. Tu as quelqu'un qui a une idée. Est-ce que l'idée vient parce que la loi a changé? Est-ce que l'idée vient parce que la technologie évolue? Est-ce que l'idée vient parce que le marché demande quelque chose de différent? L'idée ou le besoin peut venir de différentes façons. Reste que tu fais un produit, tu fais une auto. Donc, tu sais, par exemple... Donc, comment tu fais pour faire en sorte que tes dizaines, centaines, milliers d'ingénieurs, par exemple, dans un projet d'aviation, travaillent ensemble de la même façon pour arriver à un produit fini qui répond aux besoins initiaux? Ça fait-tu du sens? Puis là, ce qui est compliqué, c'est qu'on le voit moins maintenant, puis surtout quand on est dans les domaines, les choses bougent très vite. À une certaine époque, voir une automobile prenait des années. Fait que Honda lançait un nouvel modèle de voiture, il prenait 3, 4, 5 ans avec l'auto. 4-5 ans avec l'auto, soit entre l'idée et puis qui était sa mise en marché. Ouais. Et une des choses qui s'est passée, puis on s'en rend compte aujourd'hui, les gens veulent des produits de plus en plus rapides, de plus en plus qui évoluent, qui amènent de la nouveauté. Donc, le cycle d'innovation rétrécit énormément. Dans les années, à peu près, moi, j'étais là-dedans. C'est mettons 5 à 2 ans, voire même moins de 2 ans. Et c'était ça. Donc, c'est pour ça qu'on... Toi, un peu ta job, c'était-tu de justement rendre ça plus efficace, plus simple, dans le fond, ce processus-là d'avoir l'idée à la conception, à la ouais, c'était ça. En fait, c'est que, tu sais, c'est comme, par exemple, tu changes d'outil. Au début, mettons, il y avait dans les années 80-90, les gens... Si tu prends un exemple avec Honda, mettons, ouais, là, on commence, Honda, ils veulent la nouvelle Civic, mettons, qui vient de sortir. Boom. Fait que là, eux, ils font appel à toi pour quoi exactement? En fait, j'essaie de résumer ça parce que mon service était lié à un changement de technologie à cette époque-là, tu sais. Dans les années 80-90, les gens qui faisaient des avions, des automobiles, ils dessinaient sur des feuilles, des tables à dessin, puis ils dessinaient. Fait qu'ils dessinaient souvent des coupes. Tu sais, quand tu as déjà vu ça, des plans d'une voiture vue de côté, de face, de dessus, une coupe. Ouais. À l'époque, c'est comme ça que les gens faisaient. C'est que chacun travaillait de son bord, puis après ça, ils se mettaient ensemble une fois de temps en temps, puis ils disaient, ça fait dessus pas, tu sais. Puis là, il y avait plein de problèmes qu'on trouvait, puis il fallait ajuster.
Après ça, on est arrivé à ce qu'on appelait le digital mock-up, la représentation 3D de ton produit. C'est que là, un peu comme les jeux vidéo. Là, tu vois ta voiture en 3D, puis là, tu peux la regarder. Puis là, tu fais le gars qui fait la roue, le gars qui fait le moteur, tu essaies de les mettre ensemble, ça fait dessus. Puis là, tu vois tout de suite si ça fait ou si ça fait pas. Et si tu as des correctifs à faire. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Ce qui fait que les gens peuvent travailler plus en même temps. Et donc, ils s'assurer plus rapidement que la job qu'ils font fit. Plutôt qu'un gars se part chacun de leur bord, puis à un moment donné, au bout d'une semaine, on arrive ensemble, puis on se rend compte qu'il y a des erreurs, puis on repart une autre semaine pour réparer nos erreurs. Tu comprends? Donc le processus le processus de fabrication, d'innovation, on va y arriver, est beaucoup réduit. Mais les gens travaillent plus en même temps plutôt qu'en séquence. C'était ça la grosse difficulté. OK, fait que vous avez amené le fait de travailler tout en même temps au lieu d'y aller en séquence. C'est ça qui vous a démarqué des autres? En fait, c'est que ce qui a permis ça, c'était surtout les technologies informatiques. Là. C'est pas nous autres spécifiquement, mais c'était les technologies informatiques qui changeaient. Mais nous, on prenait ces technologies-là et on les mettait dans le fonctionnement de l'entreprise, de la bonne façon de faire pour que ces entreprises-là, justement, changent leur façon de faire. Puis et après ça, c'est très proche. Tu sais, exemple niaiseux, là, mais tu sais, Excel, c'est utilisé dans presque partout sur la planète, mais les gens ne l'utilisent pas toujours de la même façon. Il y en a qui utilisent ça bien simple, font des additions, des moins, puis d'autres vont faire des équations extrêmement complexes. Donc, pourquoi t'en tires plus de bénéfices si tu sais utiliser l'outil correctement? Et puis après, c'est aussi en fonction de toi, ton besoin. Honda, mettons, je prends ça un exemple, Toyota puis BMW. Les deux font des voitures. BMW est plus dans la logique d'amener une innovation, une shape différente, un look un peu différent, un peu plus des fonctionnalités différentes. Toyota, à l'époque particulièrement, c'était les plus grands qu'on appelait du lean manufacturing. C'est que leur objectif, c'était de réutiliser des pièces, d'avoir des pièces qui étaient fiables, des pièces qui cassaient moins, une voiture qui était très fiable. Peut-être un petit peu moins d'innovation, un peu moins tripante que BMW, tu sais, mais ils prenaient les mêmes outils informatiques, les deux avaient des ingénieurs, puis les deux faisaient des voitures. Fait que la différence se fait dans comment tu utilises tes ordinateurs pour faire ce que tu veux faire. OK. Ça reste quand même un peu complexe, mais ça reste que, je veux dire, quand t'es dedans, je veux dire, moi, je commence à le comprendre dans ce moment, tu facilitais, dans le fond, l'idée. Genre, quelqu'un avait une idée, toi, tu facilitais le processus pour finalement que ça se fasse de la bonne manière, de manière efficace. Ouais, c'est aussi simple que ça. Fait que, mais tu sais, toi, t'as commencé ça quand même jeune. On a commencé, écoute, t'as pas tant que ça, parce que je suis quand même rendu vieux, c'est ça qui se passe. Là, mais j'ai commencé, ma business, on a commencé, ma business principale, j'avais 28 ans en 2000. Donc, en 28 ans, OK. Ouais. Puis comment que... Parce qu'on a déjà discuté auparavant ensemble, tu as quand même eu des gros clients. Là, on parle de... Ça a été qui tes gros clients? Puis... Toutes les grandes entreprises aéronautiques. Écoute, Boeing, Airbus, Bombardier, Lockheed Martin, ça a tout été des clients. En automobile, il y en a eu plein. C'est ça, BMW, Honda. On a travaillé en Formule 1, Renault Formule 1, c'est de nos clients. On a eu des clients dans plein de domaines. Dans les montres, Patek Philippe, Rolex, dans les plus grandes marques au monde, Patek Philippe, Rolex. On a eu, Louis Vuitton, même dans des trucs un peu spécifiques. On a même eu des compagnies dans le cosmétique, L'Oréal. Ils commençaient à faire des boîtes. Ça s'en vient doucement. Il va y avoir des boîtes sur lesquelles, ou dans une pharmacie, tu vas, puis tu peux faire avec un système de caméra qui va voir un peu la teinture que tu aurais de cheveux du système L'Oréal. Il y a des trucs comme ça qu'on sait qui s'en viennent. Donc, c'est des trucs sur lesquels ils se penchaient quand même depuis des années. Fait que c'était le besoin, le domaine d'activité était très large où on était, là. Et puis, c'est pour ça, mais je vendais à des entreprises. Donc, c'était moi, monsieur, madame, tout le monde, comme je disais tout à l'heure, mon savoir-faire. C'était des bonnes entreprises. Puis, comment que ces personnes-là, tu sais, vous avez ouvert ça, toi puis ton partner, à Montréal? Oui. Comment que ces entreprises-là ont entendu parler de vous? Écoute, ça prend juste du kilo, tu prends l'avion, tu y vas. Écoute, on était dans nos premiers clients, mais mon associé, moi, je suis suisse et canadien, mais même je suis né ici, là. Mon associé, lui, il était né en France, mais il est français et canadien depuis. Puis, il prenait l'avion pour y aller. Puis, même à une époque, là, écoute, on avait même pas 100 employés, je pense. Un jour, on décide qu'on va au Japon. Puis on s'est fait des cartes d'affaires en japonais. Il écrit vice-président, je sais pas trop quoi dessus, qu'une adresse, c'est un titre important. Puis on va au Japon, puis on appelle les grandes compagnies pour les rencontrer. Juste le fait d'avoir un titre un peu important au Japon, tu as une certaine forme de respect, puis les gens nous accueillaient, puis finalement, on racontait notre histoire, puis ils étaient toujours surpris qu'on se soit rendu à eux, tu sais. Mais on avait juste le kilo, on s'est dit, écoute, on va donner un coup de fil, puis on veut vous rencontrer, on veut vous parler de notre projet, puis ça marchait. C'est que des fois, ça a pris un peu de kilos. Ça, c'est sûr. Définitivement. Je m'attendais pas à ça. Oui, ça, t'en avais jamais parlé. Non, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que de déplacer ça. Puis là, toi, à force d'aller voir ces personnes-là, souvent, tu avais des bons... Genre, mettons, ils se disaient oui. OK, parfait. Puis est-ce que là, tu devais trouver des... genre, de la clientèle, pas de la clientèle, mais genre avoir des employés là-bas aussi? Oui, tout à fait. Rendu un peu partout dans le monde, si on veut. Mais en fait, ça, c'est plutôt ma force parce que les deux, je veux dire, on était très complémentaires. On a monté une grosse équipe à un moment donné. Écoute, à la fin, on était rendu presque 700 employés quand on a vendu l'entreprise. C'est quand même un gros groupe. 700 employés. Oui, tous des ingénieurs, des informaticiens ou du monde technique, là, tu sais. Et puis, mais quand on a commencé, moi, ma force, c'était un peu ça. C'était un peu d'embaucher des gens. C'était un peu de leur expliquer, c'est quoi l'entreprise? Les former. Trouver les bonnes personnes qui allaient les coacher. Tu
sais, quand tu as quelqu'un de nouveau qui arrive dans l'entreprise, tu peux pas le pitcher directement chez un client. Il faut qu'il y ait au moins qu'il sente qu'il y a un backup, quelqu'un à qui il peut se référer. C'était un peu comment on fonctionnait en interne, qui était un peu, moi, ma force. Mon partenaire, c'était un petit peu plus d'aller vendre aux clients, d'aller ouvrir, cogner des portes, trouver des contrats. Moi, c'était plus délivrer, puis trouver les bonnes personnes, embaucher. Puis après ça, faire en sorte, parce que ce qui est très complexe dans une entreprise, de personnes, on va dire, là, quand tu as beaucoup de monde, c'est que jusqu'à 20, 30, 40 personnes, tu connais tout le monde. C'est très facile. Tu gères, tu es le patron, mettons, ou tu fais un peu comme le bon père de famille qui gère ses équipes. Tu arrives à un point d'entreprise, on va dire autour de 75-100. Puis d'ailleurs, c'est très spécial parce que quand on étudie les animaux, on se rend compte que dans la nature, à part dans les environnements où il y a énormément, par exemple, de ressources, comme par exemple des dauphins dans les endroits où il y a des eaux, qu'il y a du poisson à côté, là, ils peuvent être en groupe de 1000, mais souvent, ils sont en groupe plus petit parce qu'il faut qu'ils arrivent à se connaître. Et ce qui est le déclic à un moment donné, c'est quand tu arrives à mettre une entreprise où, là, l'humain, c'était la grande force de l'humain, c'est que quand tu arrives à mettre un projet en place puis que les gens collent au projet, c'est un peu comme ça que les religions ont eu beaucoup d'impact il y a des milliers d'années, c'est que les gens s'associaient à quelque chose, même s'ils ne connaissaient plus les 100 personnes ou 1000 personnes avec qui ils étaient, il y avait quand même l'idée d'être associé à un dieu ou à une ville ou à une culture quelconque. Et donc, ils embarquaient plus ensemble, travaillaient de façon conjointe. Donc, une entreprise, elle a le même challenge. C'est que si tu as juste un boss qui montre qu'il est boss, ben ça monte une forme de leadership, mais un leadership direct. Quand tu montes une entreprise qui est un peu plus, qui a des valeurs, qui a sa propre identité, et que les gens accolent, puis les gens sentent qu'ils participent à ça, puis qu'ils peuvent, autant ils amènent leurs idées qui sont sécurisées par le fait que l'entreprise est définie, si tu veux. L'entreprise, elle se met à rouler tout seul. Puis à un moment donné, le patron, il fait juste la regarder, puis la guider un peu, puis là, il y a bien du fun, parce qu'il se dit, là, tu sais, il sent qu'il y a quelque chose qui a pris, la sauce a pris, là, tu sais. La roue se met à tourner. Puis là, tu peux prendre des vacances. C'est là que tu commences à prendre des vacances, parce qu'avant ça, tu ne prends pas beaucoup de vacances. Ah, t'as travaillé pas mal fort, là. Veux pas ça de gérer toutes ces personnes-là. C'est quoi, tu te crées une structure, genre une pyramide un peu, t'es au top, tu prends des gens qui sont assez, tu sais, c'est là qu'il y a les titres, dans le fond, qui arrivent, là, le vice-président, ici et ça. Puis dans le fond, tu délègues. Tu apprends à déléguer, dans le fond, rendu à un certain nombre de personnes. C'est très compliqué de déléguer, parce que quand tu délègues, il y a une affaire de base, c'est que déjà, les gens qui sont là avec toi depuis le début, souvent s'attendent à prendre des responsabilités, mais des fois, c'est pas les meilleures personnes. Des fois oui, des fois non. Des fois, ils te connaissent toi, puis ils connaissent ton entreprise. Mais des fois, c'est peut-être pas la meilleure personne à prendre ce rôle-là. Donc, des fois, il faut que tu prennes quelqu'un d'extérieur qui a déjà eu de l'expérience là-dedans, puis là, tu combines quelqu'un qui connaît bien ton entreprise avec quelqu'un qui connaît plus le fonctionnement de gestionnaire, puis tu les mets ensemble, par exemple. Là, tu bâtis une équipe un peu plus complexe. T'sais. Ça, c'est quelque chose qui est assez complexe. Puis déléguer, c'est qu'il faut apprendre une chose qui est très importante, que beaucoup de gens font la même erreur. Tu peux dire à quelqu'un qu'est-ce que tu t'attends comme résultat. Tu peux dire à quelqu'un qu'est-ce que tu t'attends qu'elle fasse, quelles sont les actions, mais tu peux pas t'attendre à dire à quelqu'un je veux que tu fasses comme ça, puis tu arrives tel résultat. Parce que tout le monde est différent dans leur façon de faire. Donc, quand tu as confiance, les personnes sont autonomes et sont bonnes, tu te demandes plus un résultat. Quand tu as des gens qui t'embarquent, c'est un peu plus au début, puis ton entreprise est pas encore tout à fait claire, ben, c'est plus le fonctionnement, parce que tu veux pas que 1000 personnes fassent des façons différentes, là, ça devient trop compliqué à gérer. Mais tu peux pas gérer deux. T'sais. Donc, déléguer, c'est très complexe pour cette raison-là. Puis à un moment donné, il faut que tu lâches prise, parce que tu vas toujours dire à quelqu'un, je veux que tu fasses comme ça, telle affaire, puis après ça, tu reviens à chaque fois pour te dire pas de même qu'il faut que tu fasses. La personne n'apprendra jamais d'autonomie dans la délégation. C'est que ça, c'est un exemple. Puis c'est aussi difficile, là, la délégation, dans le sens que tu as parti ton propre bébé, si on veut, ton projet, tu sais, fait que t'es habitué de tout faire par toi-même avec ton partner, puis là, ben, de déléguer, on dit, tu sais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, fait que des fois, tu veux être sûr que c'est fait de la bonne manière comme toi, mais tu sais, t'étais rendu à un stade où tu pouvais plus avoir tout ça. Fait que c'est sûr que la délégation, de savoir que ce que tu as demandé qu'il soit fait repose entre les mains d'une autre personne, ben là, puis c'est pas toi, t'as pas nécessairement de contrôle là-dessus, même si tu peux guider la personne, c'est quand même, c'est définitivement difficile à c'est travailler. Difficile, parce qu'en même temps, tu gardes le rôle, en tant que leader, c'est toujours toi qui es le responsable ultime, tu sais. Il y a un problème, le pompier ultime ou le responsable ultime d'une décision ou d'un problème, appeler un client ou un employé qu'il faut que tu vires, à un moment donné, c'est toujours toi qui a le problème ultime, si tu veux. Mais en même temps, ça veut dire, ton rôle, tu sais, des employés dans une business, mettons que tu as des problèmes à régler, tu as des projets au quotidien, tu sais, je prends souvent l'analogie, l'exemple, tu es en train de faire du bicycle, du vélo, là, puis tu regardes ta roue, tu pédales, tu es dans tes problèmes. Une fois de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, il faut quand même que tu enlèves la tête et dis OK, je m'en vais dans la bonne direction. Puis là, tu te rembarques dans tes problèmes du moment. Mais tu sais, tu t'en vas en zigzag un peu, puis il faut quand même que tu ailles globalement dans la bonne direction d'où tu veux que ton entreprise aille. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus juste être focusé où tu t'en vas pour regarder ce qui se passe en dessous, parce que là, ça se peut que ça aille tout croche, puis tes employés, ça s'engueule, puis t'as pas plus de collaboration et de synergie. C'est un mix des deux. Là, un mix des deux, dans le fond. Un équilibre. Puis est-ce que tu trouves que ça a été peut-être ton plus gros challenge au courant du développement de ta business, ou tu aurais un challenge que tu te dis, wow, ça a été plus... Bonne question. Écoute,
tout est un challenge dans une entreprise. Là, une entreprise en croissance, un des plus gros challenges comme bien du monde ne voit pas souvent, c'est le cash. Plus ton entreprise est en croissance rapide, moins tu as de cash. Tu es tout le temps en train de négocier avec des banques pour avoir de l'argent. Tu embauches du monde pour des projets qui s'en viennent, puis les clients te payent pas tout de suite quand tu fais un projet. Quand tu vends un produit, ça dépend des types de business, mais souvent, surtout quand tu vends à un grand groupe, tu te payes des mois après que le job a été fait. Moi, il faut que j'embauche des gens, j'ai forme, j'achète des ordinateurs, je les envoie chez le client, qui commence à faire une job. Là, je facture, puis c'est des mois après que l'argent arrive. Fait que, tu comprends? C'est ça qui coûte cher. Donc, moi, ça a été beaucoup la trésorerie qui était une difficulté pour embaucher assez de monde, assez vite, bien prévoir les projets qui s'en viennent. Donc, c'est beaucoup la gestion. Après ça, c'est de trouver des projets, gagner des projets, savoir comment les packager chez le client pour pas prendre trop de risques, prendre un peu de risques, pas trop de risques. Parce que si tu te pètes la gueule, un gros projet chez un gros client, quand tu as une petite boîte canadienne puis tu fais affaire avec une Boeing, ça paraît mal si tu te pètes la gueule. C'est un mix, un peu tout ça. Mais je pense que de la gestion du personnel, comme tu disais, de trouver des gens, je pense que c'est peut-être ma plus grande force à moi en termes de gestionnaire. Donc, c'était quelque chose que j'ai aimé faire et quelque chose que j'étais bon à faire. Donc, gérer les équipes, gérer le monde, créer l'entreprise, puis gérer monter des équipes, trouver les bonnes personnes, savoir un peu mettre les bonnes personnes à la bonne place, des choses comme ça. C'est parce que tu as une facilité à lire la personne. C'est quoi ta qualité qui fait en sorte que peut-être ça t'a aidé là-dedans? Ta force. Ça a été un mix de parler puis d'écouter, je pense, j'imagine. Ouais. Hein? C'est important d'écouter aussi, pas juste parler, parce que convaincre quelqu'un de quelque chose, mais si la personne, tu sens que tu n'as pas laissé le temps de te dire que ça ne tente pas de faire ça, mais tu essaies de la convaincre parce que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Quand tu seras pas là, elle va pas faire ce que tu as dit de faire. Elle va faire à sa tête. Puis elle se peut qu'elle n'ose même pas te le dire non plus. C'est juste qu'elle le fera pas. Donc, c'est un mix de bien comprendre les gens, leur parler, poser les bonnes questions, je pense. C'est un peu... En fait, tu sais, on a déjà parlé plusieurs fois, c'est que tu m'amènes à autre chose. Là. Quand j'ai remarqué dans le passé, quand j'étais plus jeune, les premières personnes que j'ai rencontrées, les hommes d'affaires qui avaient beaucoup de succès, j'ai toujours été impressionné par une chose. Ils posent des questions puis ils t'écoutent. C'est un élément de base. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de succès. Pas besoin de te pitcher tout le temps qu'il a du succès. T'sais, il va te poser des questions. Ah, t'es qui? T'sais, je vais te rencontrer, puis il va t'écouter. Puis après ça, tu te poses des questions parce que tu es impressionné par la personne. Exact. Elle va te parler. Mais elle n'est pas là, mettons, juste pour se montrer, mais aussi pour écouter, démontrer de l'intérêt. Parce que c'est clair qu'un grand leader sait lire les gens ou sait comprendre les gens pour pouvoir l'utiliser de la bonne façon dans son entreprise, par exemple. Ou leur proposer une job, ou les embaucher, je sais pas. Là. Ou collaborer, ou racheter une entreprise, ou whatever, whatever ce que tu veux faire. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Justement, avant de partir de ta pour finir avec la business, là, ici, j'avais une question que je me demandais, puis parce qu'on le sait, mettons, moi, je veux partir un projet quelconque comme là, mon Discord, moi, j'avais peu de coûts reliés à ça. Il y a d'autres gens qui veulent aller dans l'e-commerce, il y a des bons coûts reliés à ça, dépendamment de la business que tu veux aller. Est-ce que toi, quand tu as commencé, ça demandait d'avoir un certain capital ou ça ressemblait à quoi, toi? Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises, surtout, tu vois, je reviens encore, mettons au Dragon, par exemple, souvent, c'est des inventions, des produits qu'il faut fabriquer. Donc, ça demande de l'argent. Ça demande des coûts, acheter de l'équipement ou le faire fabriquer en Chine ou whatever. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Quand tu vends du service, un peu comme tu parles là, du service ou du conseil ou de l'image, par exemple, souvent, l'avantage, c'est que tu peux commencer avec un peu moins d'argent puis tu peux scaler. Sauf que le problème, tu peux pas passer du jour au lendemain de 1 à 100 personnes. Une personne, tu avances doucement, tu as un peu d'argent. OK, là, tu trouves un collaborateur, tu trouves quelqu'un d'autre, tu avances doucement. C'est l'avantage, c'est que tu montes. Ta valeur monte en fonction des projets et du monde que tu as. Donc, tu n'as pas beaucoup d'inventaire, tu n'as pas beaucoup de stock, tu n'as pas besoin d'acheter beaucoup d'équipements. Par contre, d'autres business, du genre un restaurant, un restaurant, la journée que tu l'ouvres, tu as déjà acheté tout ton équipement de cuisine, tu as déjà acheté toute la bouffe pour faire les plats, tu as déjà formé ton staff. Tes grosses dépenses sont arrivées avant que tu l'ouvres. Une fois que tu l'ouvres, tu as des dépenses d'opération, mais les dépenses au départ, tu achètes un building, par exemple, des trucs comme ça. Fait que, les business, c'est très, très variable. Et puis moi, ça a été... On a démarré même, mon associé et moi, parce que justement, on voulait être assez indépendant. Donc, on s'est auto-financé, si tu veux, le plus possible, jusqu'à ce que la business soit assez bonne que les banques acceptent de nous prêter de l'argent pour aller plus loin, par exemple. OK, puis après combien de par exemple, parce que moi, je me remets tout le temps, je recule en arrière de quelques années, puis mettons à mon âge, tu as commencé à te financer, puis ça a commencé à bien aller, à rouler. À partir de quel genre pilier tu dirais que là, les banques sont rendues prêtes ou ouvertes d'esprit à te passer de l'argent? Bien, la première affaire, pour qu'une banque regarde ton dossier, il faut que tu aies normalement, je veux dire, tu peux être une start-up, là, ça c'est un autre sujet, on peut parler dans 2 minutes, là, mais normalement, une entreprise, au moins une année d'affaires qui démontre que son modèle d'affaires marche. Okay. Puis les banques vont te prêter premièrement, sur des actifs. Ça veut dire, si tu achètes de l'équipement, elle va t'emprunter, elle va te prêter sur l'équipement que tu achètes, mais elle va prendre l'équipement garanti, par exemple.
Si tu as besoin d'avoir, par exemple, je te disais tout à l'heure, dans mon cas, moi, les clients payaient très tard. Mais une fois que la job est finie, puis je fais la facture au client, mettons, je fais une facture de 1000$ à un client Boeing, mettons, puis le client Boeing accepte la facture. Normalement, une fois qu'il l'a reçu, puis s'il ne revient pas dans le jour pour dire qu'il n'est pas d'accord avec la facture est acceptée. C'est pas parce qu'il ne paye pas tout de suite qu'il n'est pas accepté. Fait que là, tu vas voir la banque, tu te dis Boeing va me payer dans 2 mois 1000$. La banque va dire, je peux te prêter 75$ ou 750$, je veux dire 75%. Puis là, ils vont te charger un intérêt, évidemment, ils font une marge de crédit. Puis à tous les mois, ils vont te prêter par rapport au montant que tu n'as pas encaissé. Puis ils vont enlever le montant que tu as encaissé, mais entre-temps, tu refactures. Normalement, tu maintiens ta marge de crédit à peu près au même niveau. Je ne sais pas si ça fait du sens, la manière que je l'explique. Là. Donc ça, c'est une manière de financer une entreprise quand tu as des revenus qui prennent du temps à être payés. C'est des entreprises qui payent tout de suite. T'sais. Tu vas au Costco, là, tu sors avec ton marchandise, tu payes tout de suite. Eux autres, ils n'ont même pas payé leur fournisseur encore. Eux autres, c'est l'inverse. Eux autres, ils ont du cash en banque parce que c'est leur modèle d'affaires. Tu vas chez Costco, tu payes cash ou des cartes de crédit qui payent cash. Puis les gens, eux autres, ils payent 30, 80, 60 jours. Là, je ne sais pas les détails exacts, mais ils payent plus tard les fournisseurs. Fait que les autres, ils vivent tout le temps avec du cash. C'est une entreprise qui vit avec du cash. Alors que beaucoup d'autres entreprises n'ont pas de cash. Tu as des revenus, tu as des clients, mais tu n'as pas le cash dans ton compte de banque. Et ça, c'est plus compliqué. T'sais. Mais par exemple, quand l'entreprise qui est en démarrage, au Québec, il y a ce qu'on appelle les PPE au Canada, en fait, prêt pour la petite entreprise, mais des startups. Si c'est un beau projet et tu achètes de l'équipement, bien souvent, ils peuvent te prêter ton équipement, par exemple. T'sais. C'est des prêts qui peuvent aller de, je ne sais pas trop, de 0 à 500 000 $, puis c'est garanti en partie par le gouvernement canadien. Si ton entreprise, ton projet marche, puis si la banque, au moins, ça prend un minimum d'historique. J'imagine quelqu'un qui arrive, premier job, il essaie à la banque. Ça se peut que c'est difficile. Je pense que, moi, je suggérais d'aller voir, si un banquier, vous allez voir, puis un banquier qui n'aime pas votre histoire, vous trouve trop jeune, trouve que votre projet, essayez-en un ou deux autres, juste pour voir. Parce que des fois, ça tombe, c'est des relations aussi. Fait que des fois, tu tombes sur un banquier qui te donne un break. Il dit, OK, tu sais, je te prêterai pas 100 000$, mais je vais peut-être te faire une petite marge de crédit de 10 000. C'est juste 5 000. Je sais pas, moi, ça va juste t'aider à démarrer ton truc. Fait que des fois, c'est quelque chose qu'il faut essayer aussi. En ce moment, c'est un peu dur, là, évidemment, avec l'économie. En ce moment, spécifiquement, c'est peut-être plus dur, là, je vais t'avouer. Les banques sont un peu plus... Ça t'inquiète-tu un peu de, comme par exemple, voir que les retraits d'argent sont limités à 1000 $, par exemple, pour certaines banques? Genre, est-ce que ça t'allume des red flags ou quoi que ce soit? C'est quoi, tu penses qu'on s'en va vers où avec les banques? Écoute, je suis pas... Tu sais, il y a bien du monde, il y a des prophètes de malheur de partout, tout, mais je peux vous dire une affaire, c'est qu'il y a tellement d'argent dans le système, c'est pas juste les banques, là, il y a des gens ultra riches, des entreprises. Je veux dire, le système tient parce que la grande majorité du monde y croit, tu sais. Parce que c'est un système économique basé sur de la confiance, parce que la valeur du monétaire n'a pas une vraie valeur, c'est une valeur qu'on est d'accord entre toi et moi. Un chimpanzé ou un extraterrestre arrive, la valeur économique n'est pas là. Donc, c'est pas une vraie valeur intrinsèque, c'est une valeur pour laquelle on est d'accord. Mm-hmm. Donc, le système économique marche parce qu'on est d'accord qu'il marche. Mm-hmm. Ou la majorité des gens qui ont de l'argent est d'accord qu'il marche. T'sais. Donc, on a beau être prophète de malheur, penser que ça peut se planter, puis tout ça, je veux dire, en réalité, je veux dire, oui, il peut y avoir des ajustements violents. C'est souvent les mêmes personnes, c'est souvent certains groupes de personnes ou une tranche de la population qui va écoper plus à certains moments. Mais en global, si on le voit aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a des catastrophes, le gouvernement américain met des milliards pour sauver certaines industries, les banques, tout ça, c'est un peu décourageant, mais malheureusement, c'est un peu pour ça que le système marche, parce que les gens ont confiance que le système va marcher. Fait que je dis pas qu'il ne va pas y avoir des grosses difficultés, des récessions incroyables ou des faillites, il y en a, là, mais que le système, que la strap là, saute, tu sais, ça lâche, là, j'en doute fort. Sinon, ça va venir par des innovations technologiques. C'est l'intelligence artificielle, par exemple, qui manipule des marchés boursiers, des trucs de même, si on ne sait pas. Là, c'est plus ces trucs-là que moi qui me font peur. Puis d'ailleurs, en plus, entre autres, le quantum computing. Là, c'est ça que tu me contais, en fait, ça m'intrigue. Tu mélanges le quantum computing et l'intelligence artificielle ensemble. Je veux dire, vraiment, tous les codes secrets de la planète sont craqués comme ça. En partant, c'est réglé. Personne n'a aucun code secret, je veux dire. Donc, tous tes codes de banque, tous tes cartes, tous tes systèmes. Donc là, déjà, en partant... C'est la personne qui va contrôler ça, est-ce qu'elle est mal intentionnée ou pas? C'est ça le problème. T'sais, on sait pas l'utiliser à bon escient ou non. C'est ça le problème. Si quelqu'un de très mal intentionné peut foutre la main dans ta barouette, puis c'est quelqu'un qui est quand même qui est plus en mode protection, mais il va mettre des systèmes, puis il va se développer des systèmes aussi vite qu'il est capable pour contrer les gens qui sont mal intentionnés. T'sais. Mais avec toutes les ressources qu'on est rendues en 2023, c'est quoi que tu penses qui manquerait pour que genre, ça puisse arriver, ça, justement? C'est quoi que tu penses qui manque? Je sais pas trop, honnêtement. Je veux pas être prophète de malheur ou même de bonheur. Là. Okay, ouais. Mais je peux difficilement répondre à cette question-là. Écoute, à quelque part à un moment donné, il faut que tu aies un minimum de confiance que ça marche. Puis après ça, c'est toi qui décides ton propre niveau de risque, ton niveau de sécurité, ton niveau d'engagement dans un projet, ton niveau de risque monétaire. T'sais. J'ai des amis en ce moment qui décident que comme ils ont bien peur que ça se pète la gueule, puis c'est des gens qui ont fait de l'argent dans le passé, qui décident d'avoir l'argent dans les placements les plus safe possibles. T'sais. C'est de l'immobilier, c'est des CPG, c'est du cash même. T'sais. Ou d'autres vont dire, écoute, à chaque moment difficile de l'économie, quand on a rebondi, c'est reparti. D'un autre côté, on ne peut pas toujours lire le futur dans le passé, mais
on peut quand même s'y fier un minimum. Exact. Puis là, toi, comment tu as créé un beau projet, tu l'as revendu par la suite? Tu l'as vendu après combien de temps? On l'a vendu après 15 ans. En fait, on a commencé à travailler avec des grands groupes, des grandes entreprises. Puis à ce moment-là, nous, on était toujours un petit peu en dessous du radar parce qu'on était quand même une entreprise de, comme je disais, quelques 500, 600, 700 personnes au moins qu'on a vendu. Mais les grands groupes comme IBM, Accenture, ça parle peut-être moins, mais des grands groupes de consultation là, informatique commençaient à regarder ça. Même les grands groupes indiens aussi, à l'époque Tata Technologies, si ça parle à quelques-uns. Puis on commençait à regarder ce qu'on faisait en disant, hey, nous aussi, on veut faire ça. Puis on commençait à venir nous voir, puis même à nous faire directement dire qu'ils voulaient nous acheter. Puis avec Accenture, on avait décidé de faire un projet avec eux chez Airbus. Puis on avait gagné un projet, alors qu'à l'époque, ils étaient 280 000 employés, puis on était 600. Puis on a gagné le projet. Eux ont gagné le projet avec nous. Fait qu'ils ont dit, waouh, ils ont quelque chose à nous apporter. Puis à ce moment-là, ils ont dit, écoutez, c'est pas compliqué, on vous achète, ou bien non, on développe la même compétence que vous. Puis on leur vendu. Est-ce que c'était déjà des big guys à ce moment-là? Accenture, 280 000 employés. C'est la plus grosse compagnie de consultation informatique. Dans le temps, là, aujourd'hui, ils sont rendus, je regarde je pense, 585 000 employés. C'est tous des ingénieurs informatiques. C'est la plus grosse compagnie informatique. On s'entend, IBM est plus gros, mais IBM vend des ordinateurs. Ils ne vendent pas d'ordinateurs. Accenture, c'est juste du service. Fait qu'ils font juste vendre du savoir-faire à des grands groupes partout sur la planète. Wow. Fait que le service que tu offrais, eux, ils l'avaient pas encore. Ils l'ont intégré, ils nous ont acheté, ils ont intégré nos équipes. Disons qu'ils sont partis, beaucoup de monde sont partis dans mes équipes parce qu'ils pensaient qu'ils se retrouvaient plus dans une entreprise plus entrepreneuriale, plus proche, par exemple, de moi. Là, tu rentres dans une entreprise qui est tellement grande que là, ton rôle change complètement. Mm-hmm. Et d'ailleurs, même une des fiertés que j'ai, c'est de savoir que beaucoup des personnes qui étaient proches de moi dans mon équipe se sont lancées en affaires dans plein de domaines. Il y en a qui ont fait des domaines de consultation informatique, d'autres dans des domaines complètement différents. Un gars qui est parti d'une compagnie de boîtiers de montres de hyper luxe. D'ailleurs, il vient juste de signer avec Patek Philippe. Il y a une semaine ou deux là, des boîtiers de montres. Donc, les prochaines Patek qui vont envoyer en réparation, qui vont vendre dans le monde, qui restent dans un boîtier fait par une compagnie québécoise, un de mes anciens employés. Ah ouais? Ça doit être... Ça, c'est quand même le fun. C'est quand même le fun. Mais j'en ai plusieurs comme ça, là, des projets sur lesquels... Puis depuis, je me suis impliqué donc, avec beaucoup de monde dans plein de projets, dans toutes sortes de domaines. Que ce soit la technologie, l'immobilier, un peu la restauration aussi, des choses comme ça. C'est que je me suis impliqué dans d'autres domaines. Dans plusieurs domaines, dont l'immobilier aussi. L'immobilier, t'es quand même, tu commences à aimer ça pas mal. T'en parles souvent, t'as des projets à gauche, à droite. Ça, c'est quelque chose que moi, je suis pas encore dedans, puis que ça m'intéresse. C'est tout le temps le fun de t'entendre parler par rapport à ça. C'est ta vision, c'est quoi ton opinion sur l'immobilier? L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que déjà, les gens vont toujours vouloir qu'ils se logent à quelque part. Un des avantages qu'on a au Canada, c'est qu'on est extrêmement fort en immigration. On a 1 million de personnes qui rentraient l'année passée. Je pense qu'on a dépassé 40 millions de population au Canada. Donc, l'idée, c'est qu'on est dans un des pays qui est positif en termes de gens qui arrivent. D'ailleurs, j'ai même vu 2 autres statistiques dernièrement qui étaient vraiment tripantes. C'est le nombre de millionnaires que les pays perdent. La Chine et la Russie perdent un paquet de millionnaires. Mais le Canada et d'autres pays, la Suisse, le Canada, je sais plus les autres pays qui en gagnent le plus, Israël, je pense, gagnent positivement gagnent des millionnaires. Ils gagnent des millionnaires. Donc, les millionnaires rentrent dans ces pays-là versus d'autres pays où ça sort. Donc, c'est des gens qui amènent de l'argent dans le marché, qui amènent de l'argent autant s'acheter une maison, autant pour partir une entreprise, autant pour lancer une business ou financer des entreprises locales. Donc, malheureusement, au Canada, le problème, c'est qu'on a 2-3 phénomènes, je pense, qui se passent en même temps. Tu sais, quand j'étais jeune, même avant, les gens vivaient à plusieurs dans des familles, dans des plus grands appartements. Puis maintenant, la plupart des gens veulent vivre tout seuls dans un petit appartement ou en couple, ou des petits couples. Fait que déjà, la demande du nombre d'unités a augmenté en partie à cause de ça. Puis en plus, la démographie est en forte croissance, particulièrement Toronto, région de Montréal. Et donc, d'un point de vue immobilier, c'est sûr que ça peut être bon le placement, ça va être encore bon. Malheureusement, ça fait nécessairement que les coûts augmentent. C'est-à-dire, on a beau en fabriquer encore plus, tant qu'on fait beaucoup d'immigration, mais on veut de l'immigration parce que plus tu as d'immigration, plus tu supportes ton économie vieillissante ou tes gens qui vieillissent. Par exemple, pour nous, le système de santé qui nécessite beaucoup d'argent, puis de plus en plus. Donc, tu veux de l'immigration. Parce que si ta population diminue, tu as moins en moins de monde qui peuvent payer les impôts pour couvrir ces frais-là qu'on a décidé qu'on se payait en tant que société. Tu sais, c'est que c'est un peu catch-22. Là. Donc, c'est ça le problème. Il y a d'autres pays, je pense, qui vont être plus difficiles. Je dirais des pays où l'immigration, au contraire, diminue, où la population diminue, mais là tu as l'immobilier, tu es un peu plus à risque. Tu comprends? Ouais. Fait que ici, c'est pour ça que quand j'étais allé en Chine, justement, je voyais des pancartes qui disaient acheter dans le coin de Charlevoix, je pense, au Québec. On était en Chine, tu sais, c'était écrit en bon québécois, puis je me retrouvais chez nous, mais à l'autre bout du monde. C'est fou, hein, ouais. C'est quoi le principal facteur qui fait en sorte que les gens veulent venir investir au Canada? Déjà, ils veulent sortir de l'argent un peu de Chine parce que tu ne peux pas avoir l'argent dans un système un petit peu totalitaire comme ça. Là, donc, c'est un peu une partie.
D'ailleurs, déjà que ça soit annoncé, c'était quand même surprenant. Peut-être c'était à Hong Kong ou peut-être ou Taïwan, je sais pas trop. C'est peut-être là, c'était Hong Kong ou Guangzhou. C'est ça. En tout cas, mais normalement, en Chine, j'imagine qu'il y a peut-être des annonces qui se font quelque part, mais le gouvernement n'a pas trop aimé ça de savoir. Parce qu'en gros, c'est que les gens sortaient leur argent de façon des fois légale, des fois pas légale. Ils vont juste sortir l'argent de la Chine pour avoir de l'argent ailleurs. C'est un peu pour ça qu'il y a eu beaucoup d'achats de Chinois. Ils placent de l'argent, puis même ils vivent même pas dans l'appartement, c'est juste, ils sécurisent, ils sortent de l'argent du pays. Pourquoi? C'est parce qu'il y a pour pas que le gouvernement contrôle sur sur leur argent, tu sais, qu'ils puissent avoir de l'argent placé ailleurs. Des fois, puis la plupart, c'est peut-être sorti de façon, je sais pas comment ils ont sorti ça, là, illégalement, par des enveloppes dans un autre pays, j'ai aucune idée. Ou vendre une business, ou faire des transactions, je peux pas en parler, je sais pas, là. Mais je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Le gouvernement chinois le tolère aussi un peu parce que ça fait qu'il y a une diaspora, t'as des Chinois partout sur la planète, donc à quelque part, c'est quand même, à long terme, c'est quand même intéressant d'avoir des gens rattachés à ton pays qui sont à l'étranger aussi. Il en laisse sûrement couler un peu aussi. C'est un mix de contrôle puis de laisser aller aussi en même temps. Puis, mais c'est ça, mais pas nécessairement juste les Chinois. En soi, c'est quoi le facteur principal des gens qui viennent? Pourquoi à Montréal? C'est quoi qui se passe à Montréal qui est mieux qu'ailleurs? Le Canada a toujours une super bonne image au niveau international. Peut-être depuis quelques années, un petit peu moins, on va dire. Là, il y a beaucoup de monde qui vont dire que depuis une dizaine d'années, c'est peut-être un peu moins vrai. Mais pendant longtemps, on avait quand même une position de leader sur un paquet d'aspects qui reste quand même une image positive du pays, je pense. Puis qu'on est extrêmement tolérant et extrêmement ouvert. C'est que beaucoup de gens veulent venir ici, vivre ici. Donc, écoute, je suis pas un spécialiste de l'immigration, là, mais je veux dire... par contre, on veut. Le point aussi, c'est qu'on veut des immigrants. Comme je te dis, on a rentré 1 million d'immigrants. On était à 39 millions. On est passé 40 millions là, il y a quelques semaines, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, 1 sur 40 millions, tu sais, c'est 2,5% de la population d'immigration. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça, tu sais. Donc, les pays qui font ça, souvent qui ont autant d'immigration que ça, c'est des pays qui sont mal pris, qui sont autour de zones de guerre. C'est ça le problème. Comme le Liban a eu une immigration de la Syrie incroyable, puis ils sont plus capables de supporter. Il n'y a plus d'argent, ils n'ont plus la capacité de supporter la population qu'il y a là, malheureusement, mais ils sont à côté d'une zone de conflit. Tandis que nous autres, quelqu'un qui vient ici, des gens partant, il faut qu'ils se rendent. Il faut qu'il y ait de l'argent qui se rende jusqu'ici, il faut faire cette démarche. Ou passer par les États-Unis, ça c'est une autre affaire, ou par le chemin de Durham, je me souviens plus. Là. Mais reste que, il y a quand même des gens qui ont quand même fait ils ont un niveau quand même minimum d'argent ou d'éducation, de débrouillardise pour venir jusqu'ici. Donc, c'est pour ça je pense qu'on en accepte un peu plus d'immigration dans ce sens-là. Là, je ne suis pas spécialiste d'immigration, on parlait de ça parce qu'on parlait de l'immobilier. C'est pas ça qu'on parle d'immigration, de démographie. Mais c'est super important, la démographie, de comprendre ça pour comprendre l'économie. Parce que tous les gouvernements de la planète font, mettons, les taxes ou des planifications de budget, sont toujours en fonction d'une croissance économique. La croissance économique vient principalement de la démographie. Donc, si tu ne comprends pas la démographie ou tu ne suis pas la démographie, c'est là qu'on est fourré. On ne peut pas être ultra-protectionniste et fermer ses frontières, dire que les personnes qui rentrent ici, puis en même temps, pensent qu'on va avoir une croissance incroyable, à moins de vendre de l'export à très forte valeur ajoutée. Donc, vendre des produits ou du savoir-faire à très forte valeur ajoutée à l'extérieur, et là, qui rapportent de l'argent dans le pays. Mais sinon, la démographie, c'est un élément de base du fonctionnement, je pense, de la compréhension, on va dire, des budgets, puis l'économie, puis de où est-ce qu'on s'en va. Et de l'immobilier, dans le cas dont on parlait. Ok, c'est vraiment intéressant. Tu m'as appris. Je vais dormir moins niaiseux à soir. Merci beaucoup pour ce petit cours d'histoire-là. Il n'y a pas d'histoire, mais bref, dans tous les cas, c'est quoi qui t'a inspiré, toi, à tout partir ça, à tout connaître ce que tu as appris? Je veux dire, tu es une personne qui est très cultivée, définitivement. Oui. Puis c'est de où que ça vient, ça? Ça vient-tu de tes parents? Je sais que tes parents avaient des... c'était psychiatre et psychologue. Oui, psychiatre. Mon père est psychiatre, ma mère est psychologue. Moi, je suis devenu ingénieur en d'affaires, tu sais, c'est pas... Mais écoute, à la base... le succès, on dirait que j'avais quelque chose à la base, dire rapidement, c'est quelqu'un qui veut quand même que les choses marchent, trouver des solutions. J'étais un solutionneur de problèmes. T'sais, j'aime ça avoir des problèmes, j'aime ça solutionner. Quand tu parles, mettons, le mot cultivé, il faut quand même s'entendre. Il y a des gens très cultivés, on va dire, d'un point de vue artistique, d'un point de vue de la création, d'un point de vue des écrivains. Je lis, mais je lis plus des affaires, on va dire, où je vais apprendre quelque chose. Soit sur le développement humain, sur des trucs comme ça, là, mais, ou l'économie. Mais j'aime solutionner des problèmes. C'est une affaire que j'aime vraiment beaucoup, ça me stimule. Puis j'aime la liberté d'être en contrôle d'essayer pour moi-même un peu ce que je veux faire. Mais en même temps, tu pars une business, me dire, t'es libre dans la mesure où c'est ta business, mais maudit que t'es pas libre tant que ton entreprise n'est pas assez grosse pour rouler par elle-même. Si t'es pogné dedans, t'as pas le choix, faut que tu fasses tout, tu règles les problèmes, puis à la banque, t'es tout le temps, t'sais. Donc, c'est bizarre à dire, parce que c'est très contradictoire. T'es pas libre, mais t'es pas libre par choix. Dans le but de devenir libre. Ça fait un peu de sens, là. Ouais, ça fait de sens. Plutôt que d'autres personnes pourraient se dire, moi, je veux pas la responsabilité, je veux pas le risque. Ils peuvent travailler dans une entreprise en démarrage, une start-up ou une belle entreprise qui est en croissance, puis trouver un rôle extraordinaire dans une entreprise. Donc, ils vont être moins eux-mêmes, avoir le poids complet de l'entreprise sur les épaules, mais c'est quand même, ça peut être extrêmement motivant, satisfaisant, payant aussi, si tu arrives dans une belle entreprise, que tu sens qu'il est en démarrage, puis tu apportes quelque chose,
et que tu trouves le bon rôle dans la bonne entreprise. Il ne faut pas que tu te vendes à quelqu'un parce qu'il y a une belle entreprise, tu dis, je vais me vendre, je vais aller travailler pour lui parce que je tripe sur lui, tu peux, mais va t'assurer que tu comprends bien ce qui est attendu de toi, puis bien ce que tu peux apporter. Puis si tu es bon, puis tu apportes vraiment quelque chose de positif, normalement, tu peux quand même, tu sais, le patron, il va le reconnaître, puis il va sentir que tu fais partie de l'équation, même si tu n'étais peut-être pas, toi, l'entrepreneur initial de l'entreprise. Tu peux être à différents moments de croissance. D'ailleurs, les compétences vont être différentes à différents moments de croissance de l'entreprise. T'sais. Mon assistante que j'avais au début de mon entreprise, il fallait qu'elle fasse un peu de comptabilité, un peu d'HR, un peu d'email. Après ça, c'était vraiment, les rôles ont changé un peu, parce que le département HR arrive, le département comptabilité arrive, c'est qu'il n'y a plus besoin de toucher à ça. Puis après ça, à la fin, c'est quelqu'un qui doit savoir mon horaire, mon emploi du temps, mes contacts. C'est quelqu'un que j'avais juste géré qui je suis. T'sais, ma dernière assistante, elle faisait bien plus un rôle, mes employés m'en parlent encore. Tes besoins évoluent. Là, c'est qu'elle bloquait le monde que vous avez me parler, parce que sinon, j'avais pas le temps, tu sais. Donc, il fallait qu'elle mette en priorité qui que je rencontrais quand, qui s'occupait de mon horaire, par exemple. C'est pas du tout le même boulot qu'on faisait au début. Là, au début, j'attends que le téléphone sonne en maudit. Là. Puis à la fin, c'est le contraire. Il fallait qu'elle fitte le téléphone parce que j'avais aucun appel direct qui rentrait. Là. C'était elle qui me pluguait ça dans mon horaire, qui me pluguait mes meetings, par exemple. T'sais. C'est que c'est pas le même job. Ma job était différente, mais la job de tous les gens autour de moi était différente. Wow. C'est fou. Puis tu m'avais conté une histoire de quelque chose qui t'avait motivé. Tu avais rencontré un gars un moment donné qui... Tu veux-tu nous la conter, cette histoire? Ben en fait, deux, trois affaires, je sais pas combien de temps on a pour en parler, mais deux, trois premières personnes qui m'avaient vraiment flashé à un moment donné. On avait, quand j'étais vraiment jeune, tu sais, bon, mes parents, je dis, mon père était médecin, mais tu sais, il était 0, il faisait rien en recherche. C'était pas du tout quelqu'un qui, il avait pas nécessairement une belle voiture, t'es pas du tout impressionné par l'argent. Et à un moment donné, je me souviens qu'on s'en allait au chalet. Quand j'étais jeune, j'étais tout le temps obligé de suivre mes parents qui allaient au chalet. J'avais 12 ans. Dans ces eaux-là, on va à Saint-Sauveur à un moment donné. Ils vont faire l'épicerie, puis là, j'attends. Puis il y a un gars qui arrive en Porsche 928 dans le temps. Le 928, c'est celle qui est très ronde. Les lumières qui relèvent comme ça. Je sais pas nécessairement la plus belle, mais en tout cas, dans le temps, c'était quand même impressionnant. Et je vois le gars qui sort de la Porsche, il est en jeans, t-shirt, puis il s'en va acheter une bouteille sec. Je sais pas ce qu'il s'en va acheter. Il revient. Puis moi, j'étais à côté de son auto, puis je regarde. Puis là, il me parle. Il dit, ça trouve-tu belle? Je dis oui. Il dit, il me fait faire le tour. Il dit, t'as quel âge? Il demande mon nom, il demande j'ai quel âge. Et finalement, il dit, tu veux t'asseoir là-dedans? Bon, ça aurait bizarre de dire de même parce qu'il y avait plein de monde autour. C'était pas 7 heures le soir dans un parc. Là. Il dit, tu veux juste t'asseoir pour voir? Puis je m'assois dans la place du chauffeur, puis je m'assois dedans. Il dit, OK, cool. Puis il dit, écoute, content de t'avoir rencontré, Étienne, ben. Puis là, ça m'avait tellement impressionné que ce gars-là m'avait donné de l'importance à 12 ans, là, qu'il y avait une Porsche, tu sais. C'était ça que moi, j'avais remarqué. Puis le gars, il était en jeans, t-shirt, ici. Mais il avait l'air d'avoir, de l'argent. C'est bizarre, parce que, je sais pas, je dis 12 ans, peut-être 10-12 ans, dans ces eaux-là. Et puis après ça, des années après, j'avais rencontré un homme d'affaires à l'époque qui s'appelait Michel Gaucher, qui avait, entre autres, des magasins Stenberg. Le gars, c'était un avocat-ingénieur, quand même un gars d'affaires assez connu au Québec à l'époque, dans les années 80-90. Il y avait des revues des classements les plus riches, là, puis on le voyait tout le temps dans les 100 Québécois les plus riches. Et puis à un moment donné, ça avait donné que je l'avais vu, le gars. Puis j'avais trouvé aussi super sympathique, posait des questions. Puis c'était à l'époque, j'étais au secondaire, je ne savais pas où est-ce que je voulais aller à l'université. Puis il m'avait écouté, puis il m'avait expliqué que lui, il avait des études d'ingénieur et d'avocat. C'était déjà pas pire, c'est qu'il avait aimé ça, tu sais. J'avais posé des questions un peu, puis c'est un peu lui qui m'a dirigé, pas lui, mais je disais, ça m'a inspiré entre autres de devenir ingénieur, pour cette raison-là. C'est quelqu'un qui m'a posé des questions, qui s'est intéressé un peu à ce que j'aimais pas, puis qui m'a un peu dirigé. Puis par la suite aussi, beaucoup d'autres personnes à succès que j'ai vues au fil des années, qui ont l'air très, un peu, on les regarde un peu comme, un peu en haut, mais souvent, c'est des personnes qui sont, quand tu as la chance, mettons, de les côtoyer, de te présenter, qui peuvent être très, très intéressants à rencontrer, puis très inspirants aussi. Puis leur personnalité, de voir qu'est-ce qu'ils dégagent, puis comment ils sont intéressés à écouter. Parce que peut-être ils vont trouver que tu vas régler un de leurs problèmes. Ils savent qu'il y a un problème, ils voient ta personnalité, ils voient un peu ton expérience, ils vont dire, ah, lui, j'en ai besoin pour un projet, par exemple. C'est qu'ils sont toujours à l'écoute un peu des compétences ou du savoir-faire des gens autour d'eux. Wow. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré. Ouais. C'était 2 personnes qui t'ont bien inspiré. Oui, plusieurs au fil des années, mais ces 2-là particulièrement avant que je complète mes études. Ouais. Puis c'est à partir de quel moment que tu as commencé à faire de la course automobile? Ah oui, bonne question. Ça, c'est une de mes passions. J'ai quand même fait de la course pendant très longtemps. J'ai commencé, écoute, mes parents ne voulaient pas du tout que j'en fasse. Fait qu'il a fallu que je finisse, je pense que j'ai fini mon université avant de commencer. C'est comme ça que j'ai commencé. Okay. J'ai acheté une vieille auto, une vieille Honda, c'est une CRX dans le temps. Là. Puis j'ai ranché tout l'hiver dessus pour la réparer. Puis l'année après, j'ai fait de la course. C'est la course. T'es-tu manuel? Tu l'as fait toi-même? Oui, oui, j'étais pas payé quand même me débrouillais. J'avais quand même quelques amis malgré tout qui pouvaient m'aider. Là. Puis j'ai fait une première saison, là, c'était des courses là, dans le temps. La piste n'existe plus à Saint-Eustache, à Deux-Montagnes, il y a une petite piste, ça coûtait pas très cher, c'était pas compliqué de se rendre pour faire de la course. Puis après ça, j'ai commencé à faire des cours de Formule Ford, puis des cours de Formule, un peu de tout ça, puis j'ai fait de la course pendant quand même quelques années. Hein. Puis le plus haut standing que tu as été, c'était quel type de course? Dans le championnat touring canadien, à l'époque, j'ai été plusieurs fois vice-champion. J'étais champion canadien en 2011, je pense.
Et puis après ça, j'étais allé en Porsche Cup pendant 7-8 ans. Puis j'étais arrivé 2-3 fois vice-champion là-dedans. Une année, je menais jusqu'à la dernière petite course. J'ai fait une niaiserie dans le pilotage. J'ai perdu le championnat contre c'est un gars qui est devenu un des très bons amis depuis. Là. Mais à l'époque, j'étais un peu frustré après lui. C'était pas sa faute à lui, mon accident. Là. C'était ma faute à t'as eu un accident avec t'as pas fini la course. Non, c'est ça. C'est que j'ai perdu plein de positions. Écoute, fallait juste finir la course pour gagner le championnat. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a fait une niaiserie. Puis je sais pas, j'étais trop confiant. Des fois, je sais pas trop. Puis j'ai perdu le championnat cette année-là. Et puis sinon, j'ai été plusieurs fois vice-champion justement en Porsche Cup, championnat canadien. J'ai fait des courses aux États-Unis aussi en Porsche Cup aussi. Wow. Donc plusieurs courses au Grand Prix de Formule 1, c'est quand même des gros événements, ça c'est le fun, ça, dans les dernières années. Comme ça, tu sais, je veux dire, c'est pas comme le sport que tu dois entraîner ton corps à faire ça. Tu courses, mais comme à quel point ça demande définitivement que ça demande de la pratique. Mais comme à quelle fréquence tu pratiquais pour faire des courses? C'est un bon point. C'est une bonne question. C'est en Formule 1, par exemple, c'est que les points de force G, les accélérations sont tellement fortes que là, les gars, il faut vraiment qu'ils soient en super forme. Puis en plus, il y a pas souvent, ils n'ont pas vraiment d'eau sur eux autres, ils n'ont pas vraiment de système pour refroidir le corps. En Porsche, c'est des autos qu'on appelle des GT ou des GT3, on va dire, ou des Cup. Là. On a des systèmes, à cause que le poids minimum est assez élevé, tu peux mettre de l'eau dedans, tu peux mettre des systèmes de refroidissement pour te refroidir ton corps. C'est pas besoin de l'eau, genre une bouteille d'eau pour boire, par exemple, ou un système. Moi, j'ai des systèmes, un système de climatique qui shoot de l'air dans mon casque, là, qui refroidit ma tête. Ah ouais. Puis un autre, c'est des systèmes, c'est des tuyaux d'eau qui font passer de l'eau froide dans une glacière avec une pompe qui refroidit ton corps. Ce qui fait que dans ces séries-là, tu as du monde qui court encore à 50, 60 ans. Je veux dire, ils sont peut-être un peu moins rapides que le petit jeune de 16, 17 ans. Là. Mais il y a des gens qui vont courir encore dans ces âges-là parce que physiquement, tu n'as pas besoin d'être autant endurant ou en shape. Par contre, tu as des réflexes, des trucs, tu as des réflexes d'être réveillé, d'être en forme, quand même d'être musculairement. C'est là que ça vient jouer, le fait que tu dis que les gens plus âgés, des fois, vont aller moins vite. Parce qu'en soi, ils ont plus d'expérience, fait qu'ils savent plus leur auto, ça dépend. Ils connaissent ça, c'est mon point, mais ça dépend, parce que souvent, c'est que c'est les séries, particulièrement les Porsche, là, ou Ferrari, Ferrari, un peu moins vrai, mais les Porsche particulièrement. Ça, c'est des jeunes qui commencent, qui veulent devenir, qui veulent aller, 24 heures du Mans ou à Daytona, OK? Donc, ils commencent jeunes, qui sont souvent les parents qui ont supervisé, ou du monde, ils tombent sur quelqu'un qui va les aider ou les financer, les commandités. Ou c'est des gens, par exemple, qui ont fait toute leur vie, ils tripaient sur la course, puis en fait, ils ont une job qui leur a permis d'avoir assez d'argent pour faire la course pour s'amuser. Là, ils commencent tard. Ils commencent à 40, 45. Puis là, ils en font pour s'amuser. Fait que ces gars-là, nécessairement, je ne battrai jamais avec un gars de 17 ans. Moi, l'affaire, c'est que j'étais quelque part entre les deux. Moi, j'ai commencé la course à 22 ans, des courses à des niveaux pas super compétitifs, puis c'est des années après que je suis devenu plus compétitif. Fait que je me retrouvais dans la quarantaine à me battre avec des gars où j'étais nécessairement beaucoup plus rapide que la plupart des gars dans la quarantaine. Mais me battre avec des gars de 16, 17, 18 des fois. J'étais dans les front-runners tout le temps. C'est que c'était un petit peu ça. C'est que j'étais quelque part entre les deux. OK. Puis quand tu as dit que tu finissais dans les front-runners, comme tu dis, est-ce que ça, c'est selon l'âge? Est-ce que toi, mettons, c'est les gens de 40 ans, t'es troisième ou c'est overall? Ouais, ben il y a les deux, en fait. Les deux, tu sais, comme à Montréal, je me souviens plus les dernières courses. En quelle année? La dernière année, je me suis pété c'est là que j'ai arrêté. Là, mais dans les dernières courses à Montréal, j'ai fait une couple de fois overall, troisième, à Montréal, donc devant des jeunes aussi. Là, OK, wow. C'est le gros podium. C'est écrit F1, ça, j'avoue que c'est assez trippant. C'était un bon feeling. Ouais, c'est quand même le fun. J'avoue que c'est. Y a-tu, genre, quand vous gagnez, vous fêtez ça comment? Y a-tu un party de la F2 ou on boit du champagne déjà pour commencer. Là. Mais l'affaire, il faut comprendre, c'est que là où tu as le podium, juste partir de là, puis te rendre jusqu'à où est-ce que dans notre auto, les paddocks qu'on appelle, où on est installé en Formule 1, sont en dessous, c'est pas compliqué, là. Puis les trailers sont en arrière, mais nous autres, on est à l'autre bout, là. Ça fait que juste à retourner, où ton équipe, où ton auto et ton équipe se situe, c'est au moins 30 minutes des fois, là, tu sais. Ça fait que là, tu bois ta bouteille de champagne, t'arrives là-bas, t'es déjà pompé un petit peu, puis là, des gars t'attendent tout avec de la bière, ces gars, tu bois de la bière, puis après ça, ben écoute, tu fais le party là, t'attends que le monde sorte du Grand Prix, puis t'as 200 000 personnes à sortir. Ah ouais. C'est long comme ça n'a pas de sens, fait que des fois, on reste là, puis la fête se fait là-bas pour commencer, puis après ça, on va rester en ville. Ouais, mais c'est ça souvent. 200 000 personnes, ça veut dire que c'est la même fin de semaine que la F1, c'est ça? Oui, c'est pendant la F1. Oui, j'ai déjà fait des courses, mais pendant, je veux dire, la course, les courses, le plus proche qu'on a fait, c'était comme genre 1 heure ou 2 avant la F1, parce qu'ils ferment la piste quand même pour la nettoyer, faire le tour. Donc, il n'y a pas de course, là, mais il me semble, je me souviens pas, mais 1 heure ou 2 avant la F1, ma course la plus proche de la F1, c'était ça. Okay. Donc, tu fais ta course, le monde commence à arriver, tout le monde est installé, il commence à boire de la bière, il regarde un peu les courses avant, puis après ça, tu as la F1 qui commence. Parce qu'après la F1, là, le monde s'en va, de toute façon, c'est le bordel. Il y a déjà des années où le monde arrive à sa piste, c'est que là, tu peux plus courir. Fait qu'après la F1, c'est fini. OK. Puis là, où ce que tu as dit, tu as eu un accident pour arrêter? Ouais. C'est quoi qui est arrivé? J'en ai eu plusieurs très gros accidents. j'ai eu 2 gros accidents, écoute, en 20 quelques années de course. Là. Et un, c'était à Watkins Glen, aux États-Unis, dans l'État de New York. On était 50, c'est l'année qu'on avait toutes les nouvelles Porsche, c'était la 991. Puis ceux qui connaissent ça, le 9912, c'était ça, 9912? 9911, je me souviens plus c'était laquelle. Et puis on avait 52 autos, flambant neuves. C'était toute la même Porsche Cup qui vient d'arriver d'Allemagne.
Puis c'était comme la 3e course pendant du championnat. Donc, les gens étaient très, très proches, très, très serrés. Il y avait pas, les autos n'étaient pas encore très Parce développées. que 50, c'est considéré beaucoup. Hey, c'est vraiment du stock quand même. À 50, c'est beaucoup? 50, Okay, c'est beaucoup. Okay. Puis là, j'avais qualifié, je pense, 20e, alors qu'en théorie, je m'attendais peut-être au moins dans les 10 premiers. Peut-être pas dans les 5 premiers, puis il y a quand même des gars pas mal d'expérience là-dedans, là, mais quelque part dans les 10 premiers, j'avais qualifié 20e, j'ai très mal qualifié. Puis il y a eu un gros accident à un moment donné dans la ligne droite, puis malheureusement, c'est entre des guardrails. Fait que tu peux pas éviter. Puis les autos commençaient à se rentrer dedans. Puis moi, en tout cas, j'ai foncé dans une auto qui était arrêtée. Puis la dernière lecture au compteur... À ta pleine vitesse. C'était à 270. La dernière vitesse au compteur qu'on a vue, parce que je commençais à freiner un petit peu, mais là, les pneus ont bloqué. Puis là, j'ai foncé dans l'auto. Puis l'auto était arrêtée. C'est que là, les morceaux d'auto... Il y a 35 autos... je sais pas combien il y a de pertes totales là-dedans, mais il y avait au moins une dizaine d'autos scrap. Au moins. Puis c'était quand même un gros accident. Puis on était quand même quelques-uns surtout à l'hôpital. J'avais 7 fractures de côte, bassin, sternum craqué. Puis j'ai pas une conmotion cérébrale. J'ai perdu la map pendant au moins 2 heures. J'étais plus là. C'est ça, quand on a des gros chocs comme ça, le cerveau shutdown. Ouais, fait que t'as quasiment rien senti dans le fond. Je serais mort, je ne saurais pas. C'est ça. Honnêtement, là, c'est le plus proche que je passais, puis je me dis, j'ai rien senti. T'sais. Ah ouais? Mais, ça t'a pris combien de temps avant de comme retrouver conscience? C'est compliqué à expliquer, mais j'étais pas knocké, j'étais pas là. C'est que je parlais, les secouristes, je leur parlais, j'étais capable de répondre, mais j'ai aucun souvenir. J'étais comme une espèce de blackout, là, c'est comme t'es là, mais t'es pas là, puis à un moment donné, je suis revenu, ça a pris peut-être 1h30, 2 heures à peu près, avant que je revienne, puis après ça a pris du temps avant que je me souvienne qu'est-ce qui s'est passé, le monde m'a expliqué, puis après j'ai vu des vidéos des autos, puis là j'ai refait un peu l'histoire. Dans ma tête, l'accident s'était passé à Daytona, dans le banking, c'était pas du tout la même affaire, mais j'ai dit que mon cerveau a associé des bouts d'histoire. T'étais pas à Daytona, là? Non, c'était à Ottawa, c'est un état de New York. J'avais déjà couru à Daytona 2 années avant, là, mais c'était pas mon cerveau, c'était pas du tout ce qui se souvenait, c'était pas du tout ce qui s'était passé. Wow. C'est bizarre, hein? Puis est-ce que là, ça te ferait peur de peut-être recommencer un Ben là, c'était pas ma faute cet accident-là, donc j'ai recommencé l'année après, ça a pris quand même un moment. J'étais cassé, ça a pris quand même une couple de mois à la maison en béquille, à pas faire grand-chose, me dire, là, écouter la TV. Puis, et puis après ça, l'année après, j'ai recommencé, puis je me suis rendu compte que j'avais pas peur, c'est correct que c'était pas ma faute. Donc je me suis dit, on repart. Et l'année suivante, là, je suis revenu dans le championnat, puis à Montréal, qui était la 2e course de l'année, 2e tour, je me suis pété l'année d'après. Ça, c'était 2017, mon gros accident. Ouais. 2017, donc j'ai presque pas roulé de la saison. J'ai rebâti l'auto et tout. 2018, je suis revenu, j'ai fait des courses, puis ça allait bien. Puis 2019, je me trompe pas, c'est ça, ma dernière saison que j'ai faite en Porsche. Puis là, on a fait une course en Ontario, puis la 2e course, c'était à Montréal. 2e ou 3e course qui était à Montréal. Et puis 2e tour, là, j'avais qualifié aussi, j'étais pas super top, j'étais pas content. J'étais peut-être, je sais pas, 5e peut-être dans ces eaux-là, 5, 6, je me souviens plus exactement. Puis j'ai poussé un peu plus, puis j'ai fait une erreur. Puis là, je me suis pété à gueule. Je me suis pété la clavicule puis l'omoplate, puis j'ai pas de commotion cérébrale, je me suis quand même fait mal. Mais là, je dirais que c'était ma faute en termes de pilotage. Et ça m'a rentré dedans. Là, bon, là, c'est le gros accident, c'était pas ma faute. Lui, c'est un peu plus ma faute. Puis là, 2e auto que j'ai scrapé en 2 ans, ça fait que j'ai comme dit, bon, on va se calmer un peu. Puis là, tu vois, depuis, je suis pas retourné rouler. Puis là, il y a COVID, il y a toutes sortes de raisons. Mais je vais sûrement recommencer à rouler. Peut-être pas au même niveau de compétition, mais dans quelque chose de similaire. Je vais sûrement recommencer parce que c'est sûr que ça me démange un peu. Wow. Mais je vais peut-être rouler un petit peu moins vite parce que là, tu vois, je me suis pété à gueule de ma faute. Tu fais attention à toi, là, ouais, on va te garder ça. En vie. Là. Ouais, tu penses que l'espérance de vie définitivement qui drop quand tu fais ça? J'ai vu une couple d'accidents parce que là, c'était la F1 il y a quelques semaines. Ouais. Fait qu'avec ça, ben, genre sur les réseaux sociaux, on voyait plein d'accidents ou de trucs qui est arrivé pendant la F1. Puis tu sais, ça a l'air d'avoir quand même une coupe de... Tu sais, c'est quand même commun un peu d'avoir des... Ben écoute, la F1, là, t'es plus jeune, je sais pas trop le crowd là, qui va nous écouter, quel âge ils vont avoir, mais tu sais, par exemple, moi, dans le temps, j'écoutais Ayrton Senna, c'était mon idole, puis j'ai fait mon cours qui était booké à Jim Russell, à Mont-Tremblant, c'est une école de pilotage à l'époque, là, pour ceux qui... Je pense que ça n'existe plus, mais en tout cas, c'est l'école de pilotage en formule, les petites formules, à Mont-Tremblant, qui était en mai 94, c'est tout ça, puis c'était l'école commençait du lundi au jeudi, puis Ayrton Senna s'était tué le dimanche. La journée avant que je fasse mon cours de pilotage. C'est quand même fou. Ouais. Ayrton Senna, c'était mon idole à l'époque, puis encore aujourd'hui, c'est comme un pilote pour lequel j'ai un des pilotes pour lequel j'ai plus de respect. Mais à cette époque-là, les autos, c'était n'importe quoi. Les gars, il n'y avait pas de protection. Les F1 aujourd'hui, la protection, c'est complètement, c'est autre chose. On est cellules de survie. Mais quand même, 260 de vitesse rentrer dans... Ouais, c'est sûr que ça peut faire mal, mais... Donc, ça a été... Ouais. Fait que la course, c'est quelque chose que je vois un peu aussi. Ça ressemble un peu à une entreprise. Des fois, je fais le parallèle un peu dans la mesure où tu as une équipe, tu as des gens qui travaillent ensemble pour un objectif commun. C'est que même si des fois, c'est toi qui es tout seul dans l'auto, il reste que tu as des gens qui ont préparé l'auto, des gens qui vont faire des pit stops quand tu en as besoin, tu as des gens qui vont faire. Donc, c'est un peu, je prends souvent cette analogie-là au niveau de l'entreprise où on a un objectif commun, chacun a des tâches différentes, mais devrait un objectif commun. C'est ça qui est important de faire un petit peu à l'entreprise. C'est un peu de démontrer aux gens où tu vas,
où tu amènes ton entreprise. C'est un peu, il faut que ça soit clair d'où tu vas. Pas juste faire la job chez des clients. Avoir une ligne directrice. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis si pour... parce que là, on approche de la fin, c'était pour regarder avec toi. En termes de... Ce serait quoi, mettons, un bon conseil que tu as donné si tu reculais à Étienne quand il avait 20 ans? Là? Parce que à date, tu as bien fait les choses, mais peut-être qu'il y aurait un facteur que tu aurais fait autrement. Oui. Il y en a plusieurs, mais une des affaires qui est vraiment importante quand vous lancez un affaire, c'est de ne pas hésiter à... Les gens vont quand même aller, par exemple, voir beaucoup de gens pour demander de l'argent ou demander des trucs de même, mais demander conseil ou demander d'avoir un coach ou demander d'avoir quelqu'un qui va vous encadrer. Même si tu ne donnes pas d'argent, même si c'est pas un investisseur, c'est le fun d'être entouré. Parce que le pire problème que tu peux avoir, c'est d'être un peu tout seul à régler tes problèmes, sentir qu'il faut que tu trouves une solution toi-même. Des fois, tu appelles une personne de façon ponctuelle, mais quelqu'un qui te suit, c'est important. Puis il y a des regroupements quand tu as une entreprise. Il y a un groupement qui s'appelle EO, Entrepreneur Organization. Quand tu as une business qui a quand même, je sais pas c'est quoi le minimum de critères, je pense 100 000 $ de revenus, tu peux rentrer là-dedans. Puis là, tu as des groupes. À chaque mois, vous voyez ensemble une couple d'heures chacun. Puis là, tu apprends à voir comment les autres personnes ont fait. Donc, tu écoutes des histoires des autres, tu donnes ton opinion, mais tu ne donnes pas ton opinion en disant tu devrais faire ça, mais tu donnes ton opinion en disant j'ai vécu quelque chose de similaire ou ça me fait penser à ça. T'sais. J'ai déjà vécu quelque chose. Donc, tu ne dis pas à quelqu'un quoi faire, mais tu dis j'ai déjà vécu quelque chose de similaire à toi, puis voici comment ça s'est passé. Tu sais, juste partager un peu de l'expérience, donc d'être dans des groupes de même. Pas juste faire de la formation ou d'aller voir des coachs qui vont te former, mais un coach qui va échanger ou qui va te permettre que des gens échangent. Donc, de se trouver, de t'accompagner, honnêtement, c'est quelque chose de vraiment important. Puis des fois, d'avoir un peu de culot, effectivement, d'essayer d'oser d'appeler quelqu'un, puis de dire, gars, je vais te présenter mon projet, puis ça marche pas. Mais de prendre des risques, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. T'as eu le guts de dire, OK, bon, je vais aller voyager là-bas, je vais rencontrer ces personnes-là, puis t'avais un plan derrière la tête, je m'en vais là pour X, Y, Z. Ouais. Puis ça, c'est définitivement genre. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est le fait. C'est pas n'importe quoi. Faut que tu le fasses. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui le ferait. Puis je pense que c'est pour ça que tu as eu des résultats différents, dans un sens. Il faut oser, ça, c'est sûr. Puis il faut être encadré, être supporté, sans sentir qu'on n'est pas tout seul non plus. C'est le fun d'avoir le retour de dire notre succès vient de nous, mais le succès vient toujours aussi des autres personnes qui t'ont supporté, que ce soit Christy, ta blonde, ou que ce soit tes parents, que ce soit un Thomas ami, que ce soit un associé, que ce soit n'importe qui. Là, il y a tout le temps d'autres personnes qui sont autour de toi dans ton succès aussi. En tout cas, je vous le souhaite. C'est ça la que je dis. Écoute, moi, c'est pour personnel, je voulais te prendre un moment pour te remercier parce que tu as été ce mentor-là depuis plus que 3 ans maintenant. Ça fait des années qu'on se connaît. Je suis plus que chanceux, grateful, mentor / quasiment mon père, je veux dire, qui me conseille puis qui m'amène dans le bon chemin. Puis quand j'ai besoin de juste le fait d'être présent, un gros merci pour ça. Toi, tu es très à l'écoute, tu poses des questions, mais en même temps, tu vas m'écouter, tu es intéressé, tu parles de tes projets, mais tu sais aussi, tu poses... c'est pas tout à fait... Même si l'entreprise n'est pas la même, le projet n'est pas le même, reste que c'est le fun d'apprendre des autres. Ouais. Y a-t-il une chose que je t'ai appris quand même en étant... écoute, plein d'affaires. Là, c'est surtout ce qui m'intéresse, les questions que je te pose, c'est plus des questions du moment, parce que là, tout a changé. Comme là, tu sais, TikTok, c'est la première fois de ma vie. Je fais de la TV, mais du TikTok, c'est la première fois. Mais des choses que tu m'as apprises, écoute, des choses... T'as quand même... déjà, honnêtement, t'es quelqu'un qui lit bien les forces des gens, puis qui est très, très bon à valoriser les gens dans ça, dans quoi ils sont bons. Ça, c'est quelque chose dans lequel tu es très bon. C'est quelque chose, c'est une forme de leadership. Tu sais, leadership, c'est pas juste une affaire spécifique. Il y a plein de caractéristiques de leadership. Puis ça, c'est une forme de leadership, par exemple. Tu sais, si tu avais une équipe de 30 personnes qui travaillent ensemble, mais je te vois très bien prendre les bonnes personnes et mettre à la bonne place, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je vois depuis le début que je te connais. Bon, un gros merci, Étienne. Écoute, ça fait plaisir, c'est bien le fun, j'ai bien apprécié. Ouais, merci. T'as aimé ça? Ouais, c'est cool. On s'en refera un autre bientôt. All right, ciao.